Hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Je ne rencontre plus d'obstacles. Hors limite, Mon succès va grandissant. hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. La chance me sourit. Hors limite. Alors, on va peut-être quitter un tout petit peu la poésie pour se diriger doucement vers le roman. Donc, on en a parlé tout à l'heure. 4 ans de, on va pas dire de gestation, parce que finalement, c'était peut-être la première année, la gestation, où tu dis que finalement tu t'es rendu compte que tu avais écrit un grand poème en prose, ce qui devait être très bien aussi, mais qui n'était pas ce que tu voulais, vu que là, tu voulais vraiment mettre les mains dans la matière romanesque et monter ça beaucoup plus comme un roman, même si finalement c'était... Enfin, moi, je trouve que il y a effectivement une écriture extrêmement poétique qui ressort de ce texte, mais c'est un roman, pas un grand poème en prose. Et j'ai écouté une interview de toi où tu disais que, justement, et tu en as parlé tout à l'heure du côté fragmentaire, et que tu avais un peu envie de mélanger tous les genres aussi dans cette écriture, et qu'un de tes modèles pour ça, il me semble que c'était Kateb Yassine. Ouais, tu as dû écouter l'interview sur France Culture. Culture. Ouais, qui est vachement bien. Et oui, Kateb Yassine, moi je parlais d'ailleurs du polygone étoilé de Kateb Yassine. Kateb Yassine, pour ceux qui l'ont pas lu, je pense qu'il y a des livres d'ailleurs à la médiathèque, c'est l'occasion aussi de faire la pub pour le fond de la médiathèque. S'il n'y en a pas, par contre c'est dommage, voilà, il y en a. Formidable. Et voilà, donc c'est le grand auteur algérien, vraiment le père du roman moderne algérien, qui est d'abord poète. Et c'est vrai qu'il a écrit deux grands romans, Nedjma et le Polygone étoilé. Et le Polygone étoilé, pour moi, c'est vraiment le roman total, c'est-à-dire qui accueille toutes les formes, la poésie, le théâtre, la prose. Et voilà, c'est un texte qui, à travers la langue de Kateb Yassine, qui est une langue d'une incroyable puissance, à la fois très classique, quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue française et en même temps très innovant, il fait naître littéralement l'Algérie en fait, c'est-à-dire que c'est le premier vraiment à faire émerger le peuple algérien sous sa plume, et pour moi c'est un texte qui me fascine, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un roman que j'épuiserai jamais, donc je peux pas dire le nombre de fois que j'ai lu, parce que je le lis aussi par fragments, mais je l'ai lu énormément, et c'est vrai que pour moi d'avoir des maîtres comme ça, même si on sait qu'ils sont tellement hauts qu'on n'atteindra peut-être jamais leur talent, mais en tout cas voilà, pour moi c'est important d'avoir des grands modèles comme ça. Puis en ce qui concerne vraiment le polygone étoilé, ouais, pour moi c'est la preuve que le roman est un genre hospitalier en fait, c'est tout ça qui m'attire, c'est qu'il peut accueillir absolument toutes les autres modes d'écriture, que ce soit le théâtre ou la poésie, c'est ça qui me plaisait essentiellement dans le roman. C'est un vaste espace sans frontières, sans limite, dans lequel on peut faire un peu sa sauce et mélanger prose, poésie. Moi je le vois comme ça, alors après tous les romanciers seront pas d'accord, il y a beaucoup de discussions théoriques qui sont intéressantes, d'ailleurs ne serait-ce que pour définir ce qu'est le roman. Voilà, moi le roman je considère comme effectivement un espace d'hospitalité à toutes les formes d'écriture, et c'est celui, il est vrai quand même, qui a une spécificité par rapport au personnage qui permet vraiment d'incarner des personnages de manière très forte, même si on pourrait dire que le théâtre le permet aussi. Mais voilà, pour moi le roman c'était aussi quand même le défi par rapport à la poésie, c'était de donner naissance à des personnages, leur donner un quotidien, un passé, un présent, un futur. Ça c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, et c'est vraiment quelque chose d'assez formidable et aussi d'assez terrible, parce qu'on a une lourde responsabilité, mine de rien. Ça peut paraître jouissif de faire comme ça le petit créateur tout-puissant qui donne vie à un personnage, qui décide s'il va mourir, tout ce qui va lui arriver, etc. Mais en même temps, c'est une responsabilité, parce qu'on finit par vivre vraiment au quotidien avec ces personnages-là, et on se rend compte que c'est pas anodin d'orienter la destinée de quelqu'un, même si c'est un être de fiction. Il y a une responsabilité aussi que j'ai compris en écrivant ce roman. Alors, il y a 2 personnages principaux dans le roman, il y a plein de personnages secondaires qui sont très intéressants aussi, et qui sont pas là juste pour faire décor, pour avoir leur importance, on en parlera après, on va peut-être parler des 2 principaux d'abord. Donc finalement tu leur fais, en tout cas au grand personnage principal, tu lui fais connaître un sort assez radical, puisqu'au bout de 20 pages tu le fais mourir, ce qui est toujours un peu surprenant quand on démarre un roman. Donc il s'agit de Venance, qui est
quand il est arrivé en France, jeune Sénégalais, qui s'échappe un peu du Sénégal, où il est surprotégé par sa mère, ses tantes, parce qu'il a assisté à quelque chose d'un peu marquant enfant, et donc derrière ça, on le protège beaucoup, et qui arrive en France un peu finalement pour se perdre dans l'anonymat de la grande ville, pas forcément se perdre en tant qu'être en perdition, perdre son âme, mais plutôt retrouver une sorte d'anonymat. Je me souviens un coup dans le... Tu as un passage où tu dis « Paris est une ville de craie écrasée, les peintres sont sur les trottoirs, les immeubles ont des réaux de plumes. Cette ville n'est jamais aussi heureuse que lorsqu'on meurt de désespoir à ses pieds. » C'est un des personnages qui dit, c'est pas Venance qui dit ça. Non, c'est un fantôme de femme, mais pas Georgia. Voilà. Alors oui, Venance, oui, c'est un des personnages, disons qu'il y a deux, voilà, c'est une histoire d'amour, Georgia, donc c'est une histoire d'amour entre Venance et Georgia en l'occurrence. Venance, comme tu l'as dit, oui, il vient de Saint-Louis du Sénégal. Il est venu en France pas pour des raisons économiques, il est d'abord venu pour faire des études, et puis comme tu le soulignes, il est venu pour fuir un peu la sollicitude et l'affection étouffante de sa mère et de ses tantes, puisque quand il était nourrisson, il a été victime d'un traumatisme. Des oiseaux l'ont défiguré dans la cour de la maison familiale, donc depuis il est couvé et protégé, et il n'arrive pas à être lui-même, et paradoxalement, c'est dans l'anonymat des grandes métropoles en France qu'il souhaite se retrouver. Donc c'est important pour moi que la motivation première de Venance ne soit pas uniquement économique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune honte évidemment à migrer pour des motivations économiques, je trouve ça même tout à fait légitime, mais là c'était plutôt, disons, une migration existentielle, on va dire vraiment. Et Venance au départ suit les études, malheureusement ses papiers ne sont pas renouvelés, donc il abandonne ses études et puis il devient un prolétaire. Il travaille dans l'arrière-cuisine d'un restaurant où il est plongeur, au noir évidemment, et avec d'autres collègues d'ailleurs de la diaspora sénégalaise. Et sa vie en fait s'organise autour de son travail, son petit logement, chambre de bonne sous les combles, qui pour lui est une bénédiction, mais qui objectivement est un clapier à lapin. Et voilà, il envoie les 3/4 de son salaire en Western Union à sa famille restée à Saint-Louis. Et voilà, il est dans une forme de survie, mais au départ, en tout cas, cette survie-là, il l'accepte parce qu'il a encore justement des liens de solidarité forts avec d'autres membres de la diaspora sénégalaise et avec sa famille restée au pays. Et puis voilà, il reste dans cette attente aussi d'une histoire d'amour qui va advenir, mais qui va advenir avec une personne qui est à l'inverse de lui, Georgia, qui est une personne très, très singulière, très particulière quand même. Et très perdue. Et très perdue, oui. Et ce travail dont tu disais qu'il était au black, il est doublement caché, puisque c'est un resto plutôt de cuisine française traditionnelle. Donc lui et ses petits camarades de cuisine, on les fait plutôt rentrer par la porte du fond pour que les clients ne les voient surtout pas, qu'on ne se rende pas compte que finalement cette bonne blanquette de veau est faite par des gens qui ne sont pas français à la base. Ouais, ça c'est directement un témoignage d'un sans-papier avec qui j'avais discuté à Lille, qui était lui cuisinier dans un restaurant du centre-ville de Lille, effectivement, qui cuisinait du lapin au pruneau toute la journée, et à qui on disait voilà, de ne pas se montrer, parce que ça aurait été dommage quand même que la bonne cuisine du terroir soit préparée par un négrillon à la vue des clients. Donc voilà, c'est ce qu'on lui avait dit quasiment texto. Et lui, voilà, il préparait des délicieux petits plats dont que Jean-Pierre Coff aurait adoré, mais en arrière-cuisine. Voilà. Et donc, voilà, on démarre le roman, d'une vingtaine de pages, Venance meurt. Finalement, il meurt entre le centre de rétention administratif et son transfert dans l'avion. Et ça a été une idée de départ, ou c'est quand tu dis que tu as travaillé finalement sur 4 ans de manière relativement fragmentaire, et que tu as aimé ce travail de réécriture, donc j'imagine qu'à un moment, il y a un gros travail de comment j'assemble mon puzzle. Est-ce que c'était une idée déjà dès le départ de te dire je vais commencer par la fin et je vais redérouler ma pelote derrière, ou finalement c'est quelque chose qui s'est imposé au fur et à mesure ou simplement à l'assemblage final? La mort de Venance, non, que le roman débute par la mort de Venance, c'était instinctif. Pour moi, c'était nécessaire au processus suivant, c'est-à-dire
finalement, c'est pas une autopsie, c'est un terme un peu médical et qui ne correspond pas. Disons que voilà, je voulais dérouler les paysages qu'avait Venance en lui. C'est-à-dire que Venance, comme tout le monde d'ailleurs, comme nous tous, est porteur de paysages. C'est-à-dire que Venance transporte avec lui le fleuve de Saint-Louis, le sable, etc. Et je voulais justement interroger son passé et dérouler les paysages qu'il possédait en lui. Donc pour moi, il était naturel qu'il meure au début et qu'on revienne ensuite à son enfance, à son arrivée en France, et qu'au milieu du roman, parce que la rencontre avec Georgia n'intervient qu'au milieu du roman, on fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'on interroge l'enfance de Georgia jusqu'à la fin, jusqu'à leur fin commune, ouais. Voilà. Et, en tout cas, là, pour un avis de libraire ou de lectrice que je suis, c'est très intriguant d'arriver. On démarre une histoire, on a un personnage qui s'installe, pouf, il meurt au bout de 20 pages. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une banane jusqu'aux oreilles en me disant « Ah, il m'a surprise, où on va ?» Et ça, en tout cas, en tant que lecteur, c'est réussi auprès du lecteur. Voilà, moi, pour un avis un peu personnel et entre parenthèses, mais voilà. Donc, voilà, de sa mort, finalement, tu reviens à son enfance. C'est là qu'on apprend tout ce qui s'est passé au Sénégal, le pourquoi, finalement, presque de sa fuite, ou en tout cas de sa migration. Et de son arrivée à Paris, où finalement, il n'est pas forcément accueilli les bras ouverts, puisqu'il n'a pas de papier, mais où il y a une espèce de solidarité communautaire avec d'autres Sénégalais, il a une cousine qui est coiffeuse. Et ça, c'était important de parler de ces liens solidaires entre migrants, finalement, de ce socle culturel qui est toujours nécessaire quand on arrive dans un pays qui n'a pas tant de points communs que ça avec notre culture d'origine. Oui, je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, quand on regarde du côté, effectivement, d'un point de vue ici en France, on a vite tendance à poser au terme communautaire une connotation fortement péjorative, mais il suffit de se balader un peu à l'étranger, les expats français souvent se fréquentent entre eux, c'est-à-dire, et ça choque personne qu'on aille, je sais pas moi, aux États-Unis, les expats français mangent dans les mêmes restaurants, etc. Ces liens de solidarité-là, ils paraissent humainement naturel, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que dans la situation économique dans laquelle se trouve Venance, au-delà du fait que ce soit un refuge affectif, c'est aussi une nécessité économique. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'en cas de coup dur, le cuistot peut le dépanner, réciproquement, etc. Moi, je voulais montrer, en fait, finalement, parce que le roman se passe aujourd'hui, ça peut être dans les 3 dernières années, ou voilà, entre 2005, 2006 et aujourd'hui, disons, voilà, il y a ce qu'on appelle, c'est pas ce qu'on appelle, ce qui est la débrouille, c'est-à-dire la débrouille, je sais que beaucoup de gens, dont peut-être j'ai fait partie à un moment, croient aux grandes émancipations collectives, etc. Mais dans cette débrouille, c'est-à-dire dans ces micro-liens de solidarité, il se passe des choses très belles aussi, c'est-à-dire que c'est pas évidemment les grands drapeaux qu'on agite, etc. Mais c'est quand même des relations humaines fines et qui sont et qui nourrissent, quoi. Je veux dire, voilà, il y a une forme de résistance aussi dans ces liens-là. C'est-à-dire que c'est pas du tout chacun pour soi. Et alors c'est vrai que ça se passe dans l'espace communautaire, c'est-à-dire que c'est entre Sénégalais qu'on se soutient, mais malgré tout, ce soutien-là, rien ne les oblige à être solidaires. Ils le font parce que c'est une forme aussi de résistance à ce que les personnages subissent. Donc, et ils préfèrent la résistance collective à la résistance individuelle. Donc, on m'a beaucoup dit que ce roman était sombre, c'est vrai, mais c'est pas pour moi un roman de la résignation du tout. Mais c'est pas effectivement c'est pas la lutte finale, c'est plutôt des petites luttes du quotidien qui s'articulent entre elles, mais qui forment quand même quelque chose qui est de l'ordre, de la résistance, en tout cas de la non-résignation. Oui, effectivement, parce que il y a évidemment une réflexion un peu, politique sur ce que c'est que d'être migrant. On est, effectivement, tu disais en 2005, enfin moi je l'ai daté à peu près là, puisqu'il y a la grève des gens qui ramassent les ordures, il y a les dépôts d'essence qui sont bloqués par les grèves, et il y a la grève de la faim des sans-papiers à la Bourse du Travail à Paris, ce qui nous ramène quand même à peu près à 2005. Et justement, cette grève de la faim est aussi présente. Dedans, un de ses amis vont régulièrement voir ce qui s'y passe. Enfin, il a un peu de mal, lui, quand même. Il a déjà assez de mal
j'ai envie de dire, à s'en sortir pour pas rentrer justement dans les grandes luttes et les manifs. Et on est plus, même si c'est une réflexion sur le statut de migrant, on est malgré tout effectivement plus dans les états d'âme de ce que c'est que d'être migrant, de comment on se révolte, ou comment on tient surtout. Moi, je l'ai pas du tout écrit dans l'intention de faire un traité justement sur la condition de migrant. J'ai voulu prendre vraiment des individualités et d'essayer par rapport à des témoignages d'amis ou de gens que j'ai croisés dans différents manifestations de soutien, etc., aux sans-papiers, voilà, de ne pas faire un archétype, de faire vraiment l'individu venant, c'est d'autres individus qui gravitent autour de lui, qui sont chacun composites. Il y en a qu'un peut-être, Diallo, qui est justement lui le militant, le leader du mouvement des sans-papiers, qui a vraiment été inspiré par un militant que je connais et que j'ai connu à Lille. Et voilà, mais sinon c'est vraiment des personnages composites, mais c'est pas un essai sociologique du tout. C'est-à-dire c'est vraiment au contraire, je pense que la meilleure solution peut-être pour appréhender tout phénomène, mais particulièrement le phénomène des migrants, c'est de les prendre dans leur individualité. C'est-à-dire qu'il y a 1001 motivations, je pense, pour venir en France. Il y a 1001 manières de graviter dans un pays étranger. Il y a 1001 états d'âme, et parmi les 1001, j'en ai choisi un, en fait, voilà, que j'ai alimenté par des témoignages, et puis que j'ai aussi beaucoup fictionnalisé, bien sûr. Ouais. Et d'où l'arrivée de Georgia à la moitié du roman, qui effectivement, elle, vient de la campagne française, qui n'est pas du tout une migrante, enfin qui finalement est une migrante à la capitale, mais une autre forme de migration, et qui arrive là, et qui finalement est presque encore plus perdue que lui. Oui, elle est perdue. Elle est à la fois très forte et très perdue. Alors évidemment, Georgia, du nom de cette chanson, vous avez entendu en arrivant. Donc là, c'était, il me semble, la version de Ray Charles qu'on a entendue. Ouais, mais tu dis toi-même que... Je vais en lire un tout petit bout. On dit que la chanson se fit entendre pour la première fois il y a plus d'un siècle. Un bluesman dont le nom s'est perdu dans un cendrier voulait parler d'une femme. Une négresse des champs, les bras tièdes comme des épis de maïs avec des cheveux de jet, un rire de tortue. Mais très vite, il sentit qu'il causait d'autre chose, que la négresse se confondait avec les sillons de la bourre. Cette femme était un pays, un continent, son nom battait l'ample de territoires plus vastes. La Géorgie est un songe qui galope. Et donc finalement, cette chanson qui a été chantée par tellement de gens, qui est issue plutôt effectivement d'un bluesman dont le nom s'est perdu, enfin Alan Lomax le raconte très bien dans l'enquête qu'il était allé faire dans le Mississippi, toutes ces chansons de blues issues des champs de coton finalement. Cette chanson, elle n'appartient plus à personne, et c'est un peu le cas de Georgia aussi, de n'appartenir et de ne vouloir appartenir à personne, à peine à elle-même. Oui, complètement. Mais finalement, en parallèle de Venance, qui contient énormément de paysages en lui, Georgia aussi, elle contient la Géorgie de par son prénom, elle contient aussi les bocages, les forêts, la mer, elle vient de Normandie. Donc voilà, c'était... Dans la rencontre de deux personnages, c'est aussi des territoires, des paysages qui s'entrecroisent et qui dialoguent. Georgia, elle est perdue, oui, parce que, mine de rien, cette migration de province vers Paris, elle n'est pas comparable, évidemment, avec ceux qui prennent des canaux en traversant la Libye pour arriver jusqu'aux côtes espagnoles, mais elle représente quand même une déterritorialisation, quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de provinciaux, mine de rien, de jeunes provinciaux qui arrivent à Paris, qui ont la vie très dure aussi, des étudiants ou pas d'ailleurs, des artistes, des points à chiens, peu importe. Mais je veux dire, voilà, aller vers la capitale quand on est grandi dans une petite ville de province, c'est une démarche quand même de sortir de soi, de ses habitudes. Donc ils ont finalement effectivement cette migration, cet exil en commun. Voilà, et si Georgia, elle, est étrangère, c'est aussi qu'elle est étrangère effectivement à la règle sociale. Georgia, c'est vraiment quelqu'un qui était peintre au départ, elle a fait l'école des beaux-arts de Caen. Elle a une manière de peindre frénétique, c'est-à-dire qu'elle peint vraiment jusqu'à l'épuisement, un peu comme Van Gogh ou Nicolas de Staël, vraiment des gens qui peignent jusqu'à s'écrouler. Elle se drogue beaucoup, pareil, jusqu'à l'épuisement. C'est quelqu'un qui est dans une forme d'idéalisme. Elle boit, oui, non, elle se ménage pas, elle se consume littéralement. Elle paye sa drogue avec son corps quand il faut. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui
qui est jeune et qui n'a pas l'intention de durer. Il y a des gens comme ça, j'en ai côtoyé, même j'ai eu un ami ou deux amis qui étaient comme ça. C'est des gens qui font peur parce que, voilà, quelqu'un qui se consume, c'est quelqu'un qui est effrayant parce qu'on n'a aucune morale à lui faire. Je veux dire, il a choisi ce mode de vie-là qui est la consommation. Voilà. Et il y a des gens comme ça, j'en ai croisé, c'est un peu de ces gens-là dont j'ai voulu parler aussi. C'est-à-dire, elle est bien au-delà du bien et du mal. Genre, on pourrait dire qu'elle est autodestructrice, mais elle avance vers quelque chose qui n'est pas clair. Elle est mythomane, donc c'est aussi quelque chose d'intéressant en tout cas pour un romancier, de suivre quelqu'un qui ment, c'est-à-dire qui recrée sans cesse son passé, qui auréole son enfance, etc. Et c'est vraiment une fille sinueuse. Et quand elle va rencontrer Venance, qui lui est quelqu'un de très droit, Venance est quelqu'un de pieux, qui a reçu une éducation musulmane traditionnelle, enfin c'est ce bel islam sénégalais, l'islam soufi, confrérie, qui est vraiment à la fois ouvert, mais en même temps aussi très rigoureux. Voilà, cette rencontre entre Venance et Georgia, c'est plus âgé qu'elle aussi. Il est un peu plus âgé qu'elle, il est plus posé, et puis là, c'est effectivement cette morale, cette vertu qui le guide, et c'est vraiment la rencontre, voilà, d'un homme droit et d'une fille sinueuse, courbe. Et cette rencontre improbable, elle va se faire finalement dans un laps de temps très court, hein, une semaine, 2 semaines, quelques nuits, où au-delà de l'échange des corps, il y a surtout l'échange de la parole qui est vraiment important. Ils vont se raconter. Et justement, là, il y a encore un autre procédé littéraire. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces passages-là. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as demandé ce que je voulais que tu lises, et je t'ai dit, je sais pas, mais je crois que j'aimerais bien que tu lises un passage quand c'est Georgia, puisque quand c'est elle qui parle, c'est en italique, c'est à la 3e personne. Moi, j'appelle ça, et c'est un compliment, une lente logorée poétique. C'est magique quand elle parle. C'est sombre, c'est super beau. Et c'était important pour toi d'où est venue l'idée de la mettre en italique quand c'est elle qui parle, enfin, alors que, effectivement, je pense que pas en italique, on l'aurait compris, mais de vraiment faire ressortir ce langage-là, qui est un peu un langage, on ne sait pas bien si elle parle à l'oral ou à l'intérieur de sa tête. Voilà, tu mets le doigt sur la grande difficulté que j'ai eue, c'est ces passages-là. Non pas forcément à les écrire, mais à savoir qui les prononce. Pour moi, c'est pas Georgia qui les prononce, et ça a été vraiment... en fait, c'est la transcription. C'est-à-dire, et là, je ne sais pas exactement qui parle. Est-ce que c'est moi le narrateur? C'est possible. Et j'ai beau toujours aujourd'hui, je ne sais pas qui exactement parle. Je sais que effectivement, c'est à la 3e personne du singulier. C'est pas Georgia, c'est pas Venance qui écoute. Donc c'est une autre polarisation. C'est quelqu'un qui parle effectivement et qui raconte, mais je dirais l'épopée de Georgia, parce qu'effectivement, si c'est poétique, c'est que c'est aussi magnifié. Et voilà, il y a un peu comme relève du mythe. Ça relève du mythe, là, complètement, ouais. C'est un peu comme la geste médiévale. Voilà, on raconte la geste de Georgia. C'est aussi une hagiographie, parce qu'il y a une dimension mystique dans ce texte. Donc c'est pourquoi pas la vie de Sainte Georgia, même si c'est une sainte paradoxale, mais c'est ça. Donc ces passages-là en italique, ils ont vraiment été difficiles à insérer dans le roman. Moi, j'y tenais beaucoup aussi parce qu'ils sont digressifs, ils n'apportent pas énormément de choses au déroulé du récit. Mais moi, j'aime pas trop cette notion dans le roman de dérouler disons, voilà, je lisais une interview là comment il s'appelle celui-là, il est super connu, celui qui a écrit American Psycho là. Bret Easton Ellis, merci. Et qui disait justement qu'il avait beaucoup de mal aussi avec il trouvait que les séries télévisuelles, même si elles étaient aujourd'hui formidables, il pensait à Game of Thrones, etc., avançaient quand même toujours un peu comme un âne avec une carotte, c'est-à-dire il y avait toujours besoin de rebondissements, etc. Et que lui, c'est ce qui lui avait fait abandonner aussi un peu l'écriture romanesque et aller vers le cinéma, parce qu'il n'avait plus envie forcément de tout le temps alimenter des rebondissements, que le récit soit haletant, etc. Moi, j'avoue que ce qui m'intéresse plus dans un roman, c'est pas forcément raconter une histoire, c'est créer des atmosphères, des tableaux. Et moi, les romanciers que j'aime sont des romanciers qui non seulement n'ont pas peur des digressions, mais qui en usent et en abusent. C'est-à-dire, voilà, moi, mon romancier préféré, c'est Jean Genet. Et Jean Genet, voilà, il y a des pages de Jean Genet où c'est juste un immense déploiement de couleurs, d'atmosphères, de sons, de bruits, de sensations.
parfois on est bien incapable de résumer ce qui s'est passé dans les 50 dernières pages, mais on est fasciné juste par un geste, une flexion de poignet, une cigarette allumée, etc. Et c'est vraiment ça que j'adore, moi, dans le roman, c'est cette atmosphère-là. Donc c'est un peu ce que je voulais aussi insérer dans mon texte. Ouais. Merci. De rien. Je les trouve très beaux ces passages. Voilà comment on démarre après ça. Voilà. Bravo. Ah, Lecture. merci. Et on parlait d'espace. On a démarré en disant l'espace du roman qui est accueillant, finalement l'espace de la ville aussi, l'espace de leur paysage d'enfance. Mais il y a aussi l'espace de cette parenthèse amoureuse, puisque ça ne reste qu'une parenthèse. Et finalement, c'est aussi une réflexion entre ces deux-là sur ce que c'est que de laisser l'autre libre dans une relation amoureuse, aussi fugace soit-elle, puisque Venance réalise qu'il n'a aucun pouvoir sur elle, et que la seule façon de la garder, c'est de la laisser partir et revenir à sa guise. Oui, bah, Georgia, c'est pas le genre de personne effectivement qu'on domestique. Je pense que Venance attend énormément de cette relation, d'une part parce elle est complètement imprévue, elle arrive à un moment où sa vie n'a plus beaucoup de sens, il vient de perdre son travail, il rencontre Georgia d'ailleurs le soir où il est plus ou moins viré du restaurant, et donc c'est vrai que c'est vraiment une lumière qui arrive comme ça, et il se rend bien compte par contre qu'effectivement c'est pas une lumière durable, c'est plutôt une luciole, mais il y a une naïveté chez Venance par rapport à cette relation. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas vécu vraiment d'histoire d'amour au préalable. C'est sa première grande histoire d'amour, je pense, et il la vit de manière très naïve, très fleur bleue. Moi, je suis On a très... l'impression qu'il voudrait la sauver aussi, mais voilà. il n'ose pas. Oui, et puis d'autant plus que lui-même n'est pas vraiment non plus en mesure de se sauver. C'est-à-dire, c'est difficile quand déjà on est fragilisé, fragile, de se porter au secours de quelqu'un de plus fragile que soi. Et au final, Georgia, comme je le disais tout à l'heure, elle demande absolument pas à ce qu'on la sauve. Georgia a sa trajectoire qui peut paraître complètement folle, une trajectoire qui va vers l'abîme, mais qui va de manière complètement consentie et qui n'exige ni jugement, ni compassion. Georgia va vers son gouffre, et elle y va la tête haute, finalement. Ouais, elle ne lutte absolument pas pour s'en sortir, elle lutte plutôt pour y aller. Oui, mais elle lutte, exactement. Voilà, elle lutte, parce que se consumer, c'est lutter aussi. Voilà, moi j'ai toujours été assez... C'est dérangeant, hein, c'est vraiment de côtoyer des gens comme ça qui sont en pleine déglingue, parce qu'ils ont une force paradoxale, même quand ils sont dans la déchéance. C'est quelque chose d'assez étrange, d'assez malsain, et qui met mal à l'aise. Et c'est ce personnage-là, Georgia, vraiment. Et cette parenthèse, oui, elle est intéressante, parce que il y a des scènes de sensualité entre eux, effectivement, qui sont d'ailleurs une sensualité que j'aime, parce qu'elle est maladroite. Voilà, c'est des gens qui font l'amour sans aucun souci de performance ou quoi que ce soit, qui s'aiment de manière un peu comme des noyés qui reviennent à la surface. Donc il y a quelque chose de très spontané dans leurs gestes, dans leurs échanges, mais c'est surtout la parole qui fonde leur relation. Et on n'est pas loin de la psy, hein. Je pense que Georgia parle énormément, en plus quand elle est... Ah, c'est moi qui... j'ai une mauvaise onde. Je parle trop fort, trop vite. Je touche le bouton. Ah oui, Ça va continue, je te passerai. D'accord. Donc voilà, Georgia parle et Venance écoute. C'est une... Ouais, je pense que moi je vais prendre le tien. C'est toi qui vas bugger. C'est pas grave. Alors... Venance l'écoute, c'est une écoute active, donc c'est grâce à l'écoute de Venance que Georgia finalement parvient à dire tout ce qu'elle a à dire. Et je reviens à nouveau sur sa mythomanie. Vraiment, quand elle parle de son enfance, moi je sais, et le lecteur comprend très vite aussi, que c'est une enfance complètement fantasmatique. C'est vraiment le royaume d'enfance dont parlait justement Sangor, c'est ça, c'est-à-dire c'est une enfance couronné mais irréel. Et Venance l'écoute, il est complètement émerveillé, et finalement à travers le récit de Georgia, il découvre la France, Venance, parce qu'il en connaît quoi finalement de la France? Le RER, son travail, son petit appartement. Là il découvre des mots qu'il ne connaissait pas, le bocage, les forêts, la mer, etc. C'est vraiment
Georgia, à travers son récit, permet à Venance d'appréhender une chose de profond, quoi. C'est beau. Il y a un côté conte aussi, finalement. Quand elle lui raconte dans l'appart, ça pourrait très bien être autour d'un feu de bois en pleine forêt, un côté griot, tradition orale. Et c'est assez génial que ce soit inverse, enfin, que cette tradition orale vienne de la petite Blanche normande qui raconte ça à son grand nègre, puisque tu emploies l'expression plusieurs fois dans le livre. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que il y a ce côté éveillé, effectivement, au feu de coin du feu. Et effectivement, moi qui suis monté sur scène, je sais que par exemple l'écoute est fondamentale. Moi je lis pas pareil selon l'écoute du public, selon la forme aussi que j'ai bien sûr, mais je veux dire c'est voilà le public quand on lit à l'oral ou quand on récite un conte, il est fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les conteurs interpellent régulièrement pour tâter l'atmosphère et l'écoute du public. Alors, il y a plein cric crac etc. Il y a des crics et crac pour les conteurs entiers, mais voilà c'est un peu ça. Et effectivement Venance a une écoute active, ce qui fait que Georgia va jusqu'au bout de son récit, y compris oui on n'est pas loin de la psychanalyse parce qu'il y a un moment où il y a vraiment une anamnèse, c'est-à-dire vraiment Georgia fait remonter des souvenirs très anciens, des traumatismes très profonds, et elle accouche vraiment de ça grâce à Venance qui lui certes reste bouche bée, mais est dans un tel état d'émerveillement que Georgia s'abandonne vraiment à la parole. Je pense qu'elle finalement elle s'abandonne. Même si c'est court, je pense que Georgia ne s'est jamais autant abandonnée en face d'un homme ou qui que ce soit d'ailleurs qu'avec Venance. C'est vraiment... Lui, il est totalement subjugué, oui. Mais un peu effrayé en même temps, parce qu'elle a un côté monstre, enfin justement de ce qu'elle ressort, de ce qu'est sa vie qui est à l'opposé de ses principes à lui. Complètement, d'ailleurs, il doit faire fi de pas mal de ses principes. Venance ne boit pas une goutte d'alcool, Georgia picole sans arrêt. À un moment, il se demande même si embrasser une fille qui abuse, ça équivaut à boire soi-même. Enfin, il en est à se poser des questions comme ça. Oui, Venance a plutôt l'habitude d'être dans la réserve, de peser chaque mot. Georgia est dans un babil permanent, enfin, c'est vraiment un moulin à paroles. Et parfois elle s'arrête net, et quand elle s'arrête net de parler, il y a un vide qui se creuse littéralement dans la chambre, et ça panique aussi Venance. Voilà, dans son petit appartement, Venance qui a vécu seule, presque comme un séminariste pendant un an, se retrouve avec une fille un peu folle dingue qui déambule toute nue, qui va de la cuisine à la salle de bain. Enfin, il est complètement chamboulé, le pauvre. Mais quand elle s'en va, forcément, il se découvre qu'il y a un abîme qu'elle a creusé, il y a un manque qui est là, le manque que ressent Georgia pour la drogue, c'est Venance à son tour qui le ressent pour elle. Et donc là, il se retrouve dans un état qu'il ne connaît absolument pas, c'est-à-dire le manque amoureux qui fait qu'il va chercher Georgia dans les ramures de la ville sans la trouver. Au moment où il la trouve, il la trouve dans une situation qui va littéralement l'anéantir. Donc cette rencontre pour Venance, c'est une fêlure. C'est une fêlure, ouais, c'est une faille. Elle fait du mal, enfin, elle ouvre un abîme pour lui aussi, qui n'est pas le même, mais qui est assez abyssal. Oui, et en même temps, Georgia inocule à Venance une forme de révolte aussi. C'est-à-dire que jusqu'alors, il avait accepté vraiment sa condition de prolétaire, il refusait effectivement de se mêler aux manifestations des sans-papiers, il laissait un peu la revendication de côté, et cette fêlure-là, voilà, il saigne littéralement, je veux dire, il est vraiment blessé, et cette blessure-là va vraiment aiguiser sa colère. Pour la première fois de sa vie, Venance va être en colère. Il se trouve qu'on n'en a pas encore parlé, mais Venance a un rapport très particulier avec un livre, il n'a qu'un seul livre sur lui, c'est Feu de brousse du poète congolais Chikaya Witemsi, que son père lui a légué avant de mourir et que Venance lit, relit, use et s'en sert comme d'une boussole en fait. C'est-à-dire que quand il est perdu, il ouvre le livre au hasard et il prend un vers de ce poète et il essaye de trouver comme ça une direction à sa vie. Mais jusqu'alors, il ne comprenait pas Chikaya parce que justement, il lui manquait cette fêlure, cette faille. Et c'est la rencontre et la séparation avec Georgia qui lui rend pour la première fois compréhensible, entendable, intelligible la poésie de Chikaya, qui va donc effectivement déterminer sa vie ensuite. C'est sa douleur qui lui fait comprendre la poésie. Enfin, il y a complètement. quelque chose comme ça. Donc Georgia, c'est ce qui lui permet effectivement
d'enfin aller de rentrer à travers le poème, effectivement. Et en même temps, elle le fait dériver aussi, puisqu'il se prend une urge, enfin, il picole aussi un soir, ouais. il n'a jamais bu de sa vie. Et Oui. ça l'amène quand même à se poser beaucoup de questions. Et comme tu disais, elle lui amène aussi une force, parce qu'elle est sombre, mais effectivement, le fait qu'elle babille énormément, je dirais pas qu'il y a une joie de vivre, mais elle amène de la vie. Et sa force, c'est ça en fait, c'est de lui amener de la vie. Complètement. Voilà, de le sortir de ce quotidien vraiment réglé, de sa peur aussi. Je pense qu'elle lui, d'un côté, elle lui fait peur, mais elle lui ôte aussi beaucoup de peur. Venance vit dans un quotidien de bête traquée à un moment, c'est-à-dire qu'il a la hantise au moindre crissement de pneus, au moindre reflet de ce qu'il croit être un gyrophare, il se met à paniquer. Il a comme beaucoup de gens dans cette situation-là, beaucoup de sans-papiers, il est obsédé, obnubilé par l'idée de se faire arrêter. Donc il vit dans la peur. Des itinéraires, des horaires. Voilà, complètement. Voilà, tout est quadrillé, tout est calibré. Et justement, voilà, ce quadrillage ultra rigide, Georgia le fait complètement exploser. Et donc, d'un côté, c'est une faille, et d'un autre côté, c'est aussi une forme d'émancipation pour lui, ouais. Et on parlait tout à l'heure des personnes, enfin, le fait que ces personnages ne soient pas résignés, surtout Venance. Georgia, je pense que c'est encore au-delà. Le terme non résigné n'est peut-être pas adapté, mais pour Venance, c'est ça. Et finalement, les personnages secondaires, ils sont beaucoup comme ça aussi. Donc, que ce soit Diallo, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un des leaders des sans-papiers, qui va tous les jours à la Bourse du Travail, voir dans quel état sont les sans-papiers qui font la grève de la faim. Mais il y a aussi ses collègues. Enfin, il y a une scène assez mémorable quand ils ouvrent le coffre-fort, etc., enfin, qui est assez drôle d'ailleurs. Oui. Ses collègues de boulot se font avoir un peu, enfin il y a toute une situation rocambolesque dans le resto et ils décident de ne pas partir sans rien. Et donc finalement ils ne se résignent pas à partir sans rien et sans leurs papiers qui sont enfermés dans le coffre. Et voilà. Et puis il y a deux autres personnages que moi j'aime beaucoup. Il y a le vieux Suleiman, qui aurait pu être un guide spirituel pour Venance, et puis finalement il a tellement la trouille d'aller à la mosquée, de sortir, etc. Finalement il a peut-être loupé ce coche-là, d'avoir cette espèce de vieux monsieur sénégalais qui parle qu'en Wolof, qui a une espèce d'école à la maison, qui vit dans une semi-pénombre, qui est un peu la... Il y a un côté très apaisé dans ce qu'il donne, et finalement il y retourne, mais il a un peu raté peut-être cette aide-là qu'il aurait pu... Ben, je ne suis pas sûr qu'il l'ait raté. Je pense que Venance, en réalité, est venu en France pour quitter aussi cet environnement-là, finalement. Donc le vieux Suleiman, qui est effectivement quelqu'un... Voilà, qui représente la tradition. C'est un ouvrier qui est venu en France il y a une quarantaine d'années, qui est retraité, et qui est le lien ombilical, en fait, pour les membres de la diaspora sénégalaise dans la ville. Chaque jour, des gens viennent le voir, apportent des tissus, du tchouraï, de l'encens, on échange, etc. Et le vieux, effectivement, Suleiman, lit un petit peu le Coran, mais c'est surtout, voilà, il raconte aussi des anecdotes en Wolof. Il a un Wolof très pur, quasiment pas matiné de français. Et donc pour ceux qui sont perdus, effectivement, et qui sont en quête de leurs racines, etc., c'est vraiment un endroit effectivement apaisant. Mais pour Venance, qui lui est dans une situation paradoxale, c'est qu'à la fois il a fui le Sénégal pour des raisons existentielles, ils ne se sont pas du tout intégrés, et il n'a pas spécialement non plus, j'ai l'impression, envie Enfin, il est vraiment sur la tangente, c'est-à-dire il est ni au Sénégal en pensée, ni physiquement en France. Donc voilà, je pense qu'il évite Suleiman aussi pour ces raisons-là, parce que c'est pour pas justement rouvrir cette déchirure un peu paradoxale qu'il a en lui. Ouais. C'est un personnage que j'aime assez aussi, Suleiman, et ça permet justement aussi moi, je n'aime pas, par exemple, cette notion de... Je ne sais pas pourquoi en France, on a un rapport au communautarisme. Ce mot-là, pour moi, il n'est pas du tout péjoratif, en fait. Je trouve absolument naturel qu'on se retrouve par affinité aussi, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de se retrouver avec d'autres sans affinité, mais je veux dire qu'on ait des affinités électives avec des gens qui, ne serait-ce que pour parler très trivialement, ont l'habitude de prendre le thé de telle manière, de manger telle chose, de parler la même langue. Enfin, je trouve ça absolument naturel et spontané. Je reparlais des expats, mais ça se fait spontanément. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire montrer un communautarisme qui n'est pas du tout un communautarisme de complot, de repli sur soi, mais au contraire, voilà, de convivialité, tout simplement. Des gens qui ont quelque chose en commun à partager. Et qui le partagent, ouais.
Et puis dans les autres personnages secondaires, il y a Samba. Et j'aime bien ce que tu fais de Samba, puisque alors, Samba c'est le dealer. Que pas un dealer infect, hein, qui est un dealer qui fait son petit commerce, il tabasse un peu quand il faut récupérer la thune, mais c'est pas le grand vilain méchant. Mais surtout, ce que Venance dit un jour, je crois que c'est Suleiman qui le dit, c'est à Diallo. ou à Diallo, voilà, que Samba, de toute façon, c'était un truand au pays, c'est un truand en France, et que de toute façon, il serait blanc et né en France, ce serait un truand quand même. Il n'est pas truand parce qu'il est migrant. Non. Et ça, je trouve ça assez important de rappeler ces choses-là aussi, enfin, d'en faire, voilà, juste un truand, n'importe où il Oui, d'où qu'il soit, il serait. C'est un truand. Voilà, ouais. Bon, ouais, il dit, voilà, ouais, Samba était un voyou au pays, normal qu'il soit ici aussi, un truand blanc ou un truand noir, faut être bien dégueulasse pour faire la différence, que moi je trouve assez juste, effectivement. Voilà. Et oui, comme tu dis, c'est quelqu'un qui essaye de faire son boulot, qui n'est pas un boulot reluisant, hein, je l'admets, il deal de l'héroïne, hein, mais il essaie de le faire honnêtement. Alors comment on deal honnêtement de l'héroïne? Eh ben, en n'arnaquant pas ses clients, en effectivement les brutalisant pas trop, les brutalisant quand même, mais avec modération, sans haine et sans mépris, et voilà, en redistribuant équitablement à ses associés et de l'argent de la vente. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'impression de faire du mal. Il vendrait des téléphones portables, ce serait pareil, il vend un produit et il le vend bien, voilà. Oui, au lieu d'envoyer les huissiers, il envoie ses hommes de main. C'est pas plus... Voilà, donc c'est cette morale minimale, il a une morale mais minimale et appliquée à son travail. Et c'est quelqu'un qui m'intéresse aussi, Samba, parce qu'au départ il paraît indestructible, quelqu'un de... Venant c'est petit hein, dans le roman, Samba est très grand et fort, et à un moment il a une faille, c'est-à-dire qu'il est dans sa voiture, garé en train de surveiller les petits dealers qu'il a à son service qui disséminent les sachets, et il a une faille, c'est-à-dire que mentalement il fait une sorte de... Il y en a qui me diraient pour les New Age, voyage astral, on va dire. Il sort de son corps, littéralement, et il se retrouve mentalement à Gorée, en fait, dans l'île aux esclaves, où il est déporté, il traverse le passage du milieu, dans la cale, et il va vers l'Amérique, en fait. Donc, pour moi, c'est le passage dont je suis le plus content au niveau de l'écriture. C'est vraiment cette fêlure qui s'ouvre un jour en Samba, qui fait qu'il se rend compte qu'il est esclave de sa force, en réalité, lui. Voilà. Cela dit, sa rencontre avec Georgia l'intrigue beaucoup aussi. On disait que Georgia... Alors effectivement, ça lui cause pas la même fêlure que ça cause à Venance, mais finalement, lui aussi se dit que Georgia ne peut pas lui appartenir. Elle lui résiste beaucoup. Bien sûr, oui. Mais en fait, Georgia, voilà, Georgia fréquente Samba pour avoir de la dope, elle se donne à lui pour de la dope, mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sentiment de puissance, de domination. Samba a beau essayer de rouler des mécaniques, etc. Georgia, ça glisse, file, etc. Donc, et effectivement, Georgia est un révélateur aussi pour lui. Il découvre le dénuement, le côté sordide même de sa condition. Il a des dizaines de milliers d'euros dans une boîte à chaussures, et il a un évier dégueulasse où la vaisselle n'est pas faite, un téléviseur dernier cri qu'il n'a même pas eu le temps de déballer de l'emballage, et il se rend compte que bah voilà, finalement ses nuits sont pas des nuits parce qu'il dort pas, parce qu'il est angoissé par son affaire, par l'idée d'être doublé, par l'idée d'être balancé aux flics, etc. Donc il se rend compte que finalement ce qu'il croyait être un empire, un petit empire de poche qu'il a bâti, en fait il simule aussi pareil un non-sens, et Samba se rend compte de sa faiblesse finalement. Et je trouve ça toujours intéressant et beau et touchant quand une brute, même si elle pleure pas, mais en tout cas quand une brute se rend compte de sa faiblesse, je trouve que c'est intéressant en tout cas comme matière littéraire. Ouais. On est presque. Oui, on y est. On va peut-être passer à Césaire, mais juste pour finir, tu dis... En fait, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que dans le roman, tu mélanges à la fois la dimension sociale et la féerie. Je pense qu'on peut dire ça. Et même si tu la redis là, tu voulais pas en faire quelque chose de militant, quelque chose sur le migrant. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup à un moment que tu parles des sans-papiers. Tu dis « Ce n'était pas des nègres qu'on expulsait, c'était l'essence de la nègrerie. L'altérité en puissance qu'on bannissait. » Et juste pour cette phrase-là,
voilà, moi le roman m'a extrêmement touchée, et cette phrase-là en particulier, je pense que c'est un bon lien pour parler de Césaire derrière. Ouais, bah, juste pour rebondir ça, tout à fait. Parce que le négrerie, ce mot-là, où il vient, c'est vraiment du langage césarien, ça pour le coup. Césaire dit négraille d'ailleurs, il est debout, la négraille, debout dans la cale, debout dans le sang, etc. Ouais, là, pour la phrase que je voulais exprimer par là, c'est Diallo qui la prononce, cette phrase, le militant. En fait, oui, on expulse effectivement des gens dont l'enveloppe de chair, la couleur de peau, la mélanine, etc. les distingue, mais je pense que c'est l'étranger vraiment en soi qu'on expulse. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour qu'on expulse aussi des gens qui ne sont pas noirs, ou dans les comités des sans-papiers, les collectifs des sans-papiers, il y a autant de Cambodgiens, d'Algériens, etc. Je pense que c'est vraiment cette étrangeté, oui, qu'on n'arrive plus à accueillir, et je pense qu'on l'étranger et l'étrangeté, donc aussi, c'est un rapport assez profond. Je pense qu'un pays qui n'est plus capable d'accueillir l'étranger, c'est un pays qui, je pense, pour le coup, a des manques et des choses qu'il n'a pas comblées. Je pense que ça, j'aime pas trop me lancer dans les théories non plus de psychanalyse collective, mais je veux dire, pour moi, il y a vraiment, voilà, c'est au-delà des êtres, voilà. Parce que quand on dit des chiffres, d'ailleurs, qui sont jamais atteints, qui sont de pure mascarade, quand on dit 30 000 reconduites à la frontière, c'est pas vrai. On n'a jamais reconduit 30 000 personnes à la frontière. Il y a heureusement des lois, et même au-delà des lois françaises, il y a les lois européennes qui empêchent ce serait abominable si on arrivait vraiment à renvoyer 30 000 personnes. D'ailleurs, c'est un coût. Il y a même des chercheurs qui ont dit que ça avait un coût énorme pour la société, la gestion d'une expulsion, je veux dire, en soi. Mais on l'annonce quand même. On dit, voilà, cette année, le gouvernement s'engage à renvoyer 30 000 personnes chez eux. Mais au-delà des chiffres, parce qu'il est assez terrible d'imposer des chiffres à des individus, des désirs, des destins, etc., je pense que c'est l'étrangeté qu'on renvoie finalement, autant que des individus étrangers, quoi. Et voilà, c'est ça que je voulais exprimer par cette phrase.